Aujourd'hui, nous accueillons Benjamin Fauché pour parler de la liberté d'expression, ses implications en France et également aux États-Unis. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Tu as écrit un article il n'y a pas si longtemps sur l'affaire Mila et la liberté d'expression. Et c'est un article que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous résumer cette histoire, cette affaire Mila ? Voilà, donc l'affaire Mila, il y a un mois, donc en fait c'est une jeune fille qui s'est fait draguer lourdement sur les réseaux sociaux, avec des mecs qui lui ont dit t'es une insulte à Allah, des choses comme ça. Elle a répondu en insultant copieusement les religions en général et l'islam en particulier. Et derrière, elle a reçu menaces de mort, menaces de viol, elle ne pouvait pas aller à son collège, etc., ou à son lycée, je ne sais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était que la réaction des politiques et des médias, elle a été assez nuancée. Il y avait ceux qui la défendaient, puis ceux qui étaient un peu tièdes sur le sujet. Et notamment, on a eu la garde des Sceaux qui a quand même sorti l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Donc voilà, en fait, les mots qu'elle a eus contre l'islam, c'était très dur et puis c'était insultant. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un cas pratique de la liberté d'expression, puisqu'elle pousse la logique dans ses retranchements et ça nous oblige, nous, à nous positionner et à savoir si on a une vision radicale de la liberté d'expression ou pas, et si on est d'accord pour le droit au blasphème ou pas. Je comprends. Et il y a quelque chose qu'elle avait évoqué, parce qu'elle a été invitée sur le plateau de Quotidien, il me semble, et elle disait qu'elle avait exercé son droit au blasphème. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est? Alors en fait, en soi, en France, le droit au blasphème en fait, n'existe même pas. En fait, le blasphème n'est pas reconnu par la loi, par le droit français. Ça n'a même pas de substance. Et du coup, en fait, il n'y a même pas de droit au blasphème. Mais c'est assez particulier à la France, ça. Il y a beaucoup de pays qui, au nom de la préservation de la paix sociale, vont condamner des actes blasphématoires. Donc, ce qu'elle a pu dire, on avait eu le même cas avec, par exemple, les caricatures de Mahomet vers les années 2009-2010. Oui, d'accord. Donc, il n'y a aucune interdiction de blasphémer. Non. On peut tout à fait blasphémer. Oui. Par contre, il existe des interdictions ou des limites à la liberté d'expression. Oui, alors si le droit au blasphème, c'est vrai que la France fait il y a un cas particulier par rapport aux autres pays. Il y a aussi un cas particulier dans l'autre sens, puisqu'il y a pas mal de lois qui limitent la liberté d'expression. Donc quand vous interrogez un juriste sur la liberté d'expression, il va vous dire tout est autorisé sauf ce qui est dans la loi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est content. Ouais. Mais la question c'est alors cette loi c'est quoi? Donc il y a plusieurs exemples. Il y a la loi Guesso par exemple qui a été votée en 90 et qui condamne le négationnisme. C'est-à-dire qu'en France c'est un délit d'être négationniste, c'est un délit de dire la Shoah n'a pas existé ou des choses comme ça. Donc cette loi elle est problématique parce que en fait c'est l'État, la loi qui garantit la vérité, qui garantit le vrai. Et par exemple, on a l'exemple du massacre de Katyn, donc en fait qui était un massacre qui a été perpétré par l'URSS. Dans les années 50, en fait, l'URSS démentait et en fait, c'était admis que c'était perpétré par les nazis. Puis ensuite, il y a eu des travaux d'historiens qui ont montré que c'était pas vrai. Sauf que si cette loi elle avait existé à ce moment-là, est-ce que les historiens auraient pu faire correctement leur travail? Donc ça pose la question de. Tu veux dire, ils auraient pas pu le dire, ils auraient pas pu. Ouais. Enfin, disons que ça aurait été compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Je t'avoue que pour moi, c'est un grand débat. Je suis tout à fait pour la liberté d'expression, mais par contre. Tu vois, quelque chose qui est reconnu et qui est su, c'est quand même difficile de se dire pourquoi on aurait le droit de dire ça n'a pas existé. En plus, quelque chose d'aussi sensible et d'aussi controversé que la Shoah, c'est... Mais justement, c'est précisément parce que c'est su que ça ne va pas être interdit. Déjà, vouloir l'autoriser, c'est absolument pas cautionner. Je peux vous dire, moi je veux que pouvoir dire que la Shoah n'a pas existé et ça soit autorisé, c'est pas pour autant que je cautionne ça et c'est pas pour autant que je suis d'accord avec ça. Donc il faut vraiment distinguer le droit de ce qu'on pense réellement.
Ensuite, en fait, ça pose la question de est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est à la loi de garantir la vérité? Ce que tu me dis là, c'est que c'est su, c'est connu, oui, mais précisément parce que il y a des historiens qui ont fait le travail, parce que c'est reconnu par toute la communauté, et en fait, donner la garantie de la loi, ça risque d'affaiblir ce statut-là de vérité, pour deux raisons. La première, c'est que, c'est un peu tendance à, on va dire, augmenter les tendances aux théories du complot. On va dire, c'est l'État qui dit ça, donc c'est que c'est faux. Voilà, non. Et puis deuxièmement, en fait, le problème quand on veut museler certaines opinions fausses, enfin ces opinions, elles restent, elles existent dans la société. Il y a des poches de la société où il y a des gens qui pensent telle chose et telle chose. Mais vu qu'elles ne sont pas dans le débat, on ne va pas pouvoir les débattre, on ne va pas pouvoir leur confronter avec des arguments. Et donc, en fait, c'est ce que John Stuart Mill appelait un dogme mort. Ça va devenir quelque chose qu'on ne combat plus. Et nous-mêmes, on va perdre les arguments pour les combattre. Enfin, ça, je comprends cet aspect-là. Mais après, effectivement, sur les sujets qui sont dans ces lois-là, c'est vrai que c'est un peu plus... Enfin, c'est tellement, effectivement, sensible, comme je disais, ouais. que ça peut être compliqué. Mais après, je comprends l'idée du débat. Il faut pouvoir garder le débat. Si je me souviens bien, il y avait une séquence vidéo où des gens étaient interrogés dans la rue et ne savaient pas expliquer ce qu'était la Shoah. Bon, je ne sais pas si tu as vu cette séquence, non, mais c'était... je ne me souviens plus où c'était. Mais on peut se demander, voilà... est-ce que c'est parce qu'on a perdu ce débat, parce qu'on se dit, voilà, ça y est, il y a une loi, etc. Bon, voilà, c'est difficile après de projeter, on ne peut pas vraiment savoir. Après, ça, c'est vrai que c'est un cas, encore une fois, c'est un cas hyper particulier. Bien sûr. Mais par exemple, c'est un peu le débat qu'on a aussi sur les fake news. Alors, on dit souvent, avec les réseaux sociaux, il y a plein de fake news il y a le phénomène des fake news qui est arrivé, et du coup, on veut mettre une loi, etc. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que les réseaux sociaux, ça aggrave la situation, parce que d'accord, on a en fait, les réseaux sociaux et Internet, c'est un peu l'archétype d'un lieu où la liberté d'expression est totale. Ça pose certains problèmes, mais d'un autre côté, avec l'apparition de ces fake news, on a eu d'autres forces qui sont entrées en jeu. On a des journaux qui ont créé les codex, les décodeurs. On a des universitaires, des scientifiques qui ont développé ce qu'on appelle la zététique, c'est-à-dire qui forment les gens, qui créent des vidéos sur qu'est-ce que ça veut dire penser scientifiquement, qu'est-ce que ça veut dire bien raisonner, pourquoi la théorie du complot, c'est problématique. Et en fait, cette libre expression, elle permet d'amener les armes pour combattre ces fake news et toutes ces choses-là. Sachant que il y a déjà un arsenal contre les fausses nouvelles. Depuis la loi sur la presse de 1881, on ne peut pas diffuser des éléments d'informations fausses, à l'exception de ce qu'on sait être totalement faux. Par exemple, le goraphie, l'ironie, le sarcasme, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Et puis d'autres lois, et c'est donc... répréhensible pénalement. Donc il y a déjà un arsenal, et on peut se dire que c'est un peu cosmétique de vouloir parler de fake news parce que c'est un peu à la mode. Oui, mais on peut aussi remettre en cause ces lois qui aussi existent déjà. Aussi, c'est sûr. Dans le principe. Mais donc là, on a parlé un peu de les fausses nouvelles, les propos révisionnistes, etc. Mais il y a aussi d'autres lois, donc sur les discriminations, sur la diffamation. Ouais, alors en fait, le problème, il est le même pour les deux. Donc il y a la loi Pleven qui condamne les propos discriminatoires. Et en fait, elle le fait de façon assez floue. Et c'est pareil, la diffamation, c'est pas hyper bien défini. Et donc en pratique, c'est pas des lois qui sont utilisées souvent. Donc on peut se dire, pourquoi parler de ça on n'a pas énormément de cas concrets, mais c'est potentiellement dangereux. Par exemple, on avait le MRAP, qui est un comité de défense des Roms, qui avait porté plainte contre Manuel Valls parce que celui-ci il avait déclaré ces populations ont des modes de vie différents des nôtres. Ils avaient utilisé la loi Pleven pour porter plainte contre lui. D'accord. On a envie de se dire, d'accord, il a dit ça, et après
Oui, tout peut être dit, enfin, c'est une interprétation qui est très très subjective. Ouais, et donc il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est le jour où on a un gouvernement qui a des vraies volontés liberticides, bah, il n'a pas instauré une nouvelle loi, il n'a pas passé par l'Assemblée nationale, il a tout sous la main, on va dire. Et puis il y a un autre phénomène aussi, enfin on observe un peu ces dernières années dans les universités, certains groupes d'étudiants qui ont un peu tendance à vouloir euh, censurer les paroles qui leur plaisent pas. On a eu l'exemple de Sylviane Agacinski, donc qui devait intervenir à l'université de Bordeaux. Donc Sylviane Agacinski, c'est loin d'être une femme d'extrême droite, hein, elle est de gauche, féministe, mais elle est contre l'instrumentalisation des corps et notamment la GPA. Et puis il y avait ces collectifs d'étudiants qui avaient dit qu'ils feraient tout pour l'empêcher de venir parce qu'elle était homophobe, transphobe. Et donc ils réutilisent en fait ce vocabulaire de discrimination pour pouvoir censurer ces paroles-là et censurer un vrai débat. Et ils pourraient potentiellement utiliser ces lois-là. Et c'est là où c'est problématique. Donc en fait, là, on peut se dire qu'au lieu d'empêcher la parole, ce serait plus constructif d'avoir un débat qui éventuellement ferait bouger la position de la personne avec qui on est en désaccord. Oui. Voilà, essayer de lui faire comprendre que les gens, effectivement, s'ils souhaitent avoir recours à une GPA, ils puissent. Donc voilà, oui, effectivement. Moi, ce que je voulais évoquer, et comme un peu dernier élément d'un arsenal qui existe déjà et qui pourrait être mis en place, c'est la loi contre les propos haineux sur Internet. Oui. Ça n'est pas encore mis en place. Non. Donc, c'est porté par la députée Avia, donc, qui veut en fait forcer les plateformes à retirer les propos haineux. Les plateformes le font actuellement, enfin selon leurs critères, et elle veut que dès qu'il y a un propos haineux qui est répréhensible par la loi, il soit retiré sous 24 heures par ces plateformes, et elles en ont l'obligation. Si elles ne le font pas, elles pourront payer des amendes. Elles ont des pénalités, ouais. D'accord. Sachant qu'une personne qui se fait retirer des propos haineux peut saisir le juge pour en fait que son propos soit remis s'il n'est pas répréhensible par la loi. Mais ça existe un peu déjà. Les plateformes, sans être obligées, suppriment parfois des... Oui, alors elles le suppriment, mais elles le font suivant leurs propres critères. Alors en fait, il y a deux positions par rapport à ça. Moi, je suis assez partagé. La première, c'est de dire elles privatisent la notion de liberté et de censure. Et du coup, c'est problématique. Elles ont leur propre loi. On a des œuvres d'art. L'origine du monde de Courbet. Exactement. Qui avait été censurée sur Facebook parce qu'on voyait une femme dénudée, et donc ça... Exactement, ça et puis quand on voit le puritanisme de certains Américains, on peut s'inquiéter. Aussi, ouais. Mais d'un autre côté, ce qu'on pourrait dire, c'est que vous êtes sur Facebook, mais vous n'êtes pas obligé d'y être. Donc après tout, c'est de leurs réseaux sociaux, ils font ce qu'ils veulent. Oui, donc ça c'est un peu la question de savoir si Facebook est un espace public ou un espace privé. Et effectivement, si on est en désaccord avec le fait que Facebook cache des tétons, cache des corps nus, etc., on n'est pas obligé d'être sur Facebook, c'est sûr. Ouais. Donc ça, et donc là, la loi, ce que ça ajouterait, c'est que ça serait en accord avec les lois de la République qui existent déjà. Alors, elle l'oblige à retirer ce qui est en accord avec la loi de la République, cette nouvelle loi. Par contre, elle n'interdit pas de retirer ce qui n'est pas en accord avec la d'accord. loi. Donc en fait, il y a la double approche, celle des plateformes qui décident de ce qu'elles souhaitent, et en plus, les lois qui seraient appliquées. Oui. Sachant que, on peut se dire, oui, c'est un peu... ça peut paraître un peu soudain de supprimer des contenus de façon systématique, mais d'un autre côté, la personne peut demander à les remettre. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre. C'est pas simplement on supprime et on oublie. Oui. Il y a quand même, c'est comme le juge en dernier ressort, la loi française qui décide ce qui doit être retiré ou pas. Oui. Pour faire un parallèle avec un système qui est bien différent du système français, mais pas forcément meilleur, on va en discuter pour voir ce qu'on en pense. C'est le système américain. Aux États-Unis, le premier amendement à la Constitution, il dispose que tout peut être exprimé tant que d'autres lois ne sont pas enfreintes.
Donc ça veut dire qu'on a une liberté d'expression qu'on dirait quasi totale. Et on ne l'associe pas à une performativité des mots. Donc on va dire que avoir des propos haineux contre une population, ça ne veut pas dire qu'il y aurait des violences contre cette population, ça ne veut pas dire que ça se matérialise dans la vie réelle. Ouais, donc là il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, aux États-Unis, le principe de liberté d'expression, il est dans la Constitution, donc c'est supralégal. Tout à l'heure, je disais, en France, tout est autorisé sauf ce qui est interdit par la loi. Aux États-Unis, là, c'est un peu différent. Le politique n'a pas, quand bien même il est élu, et quand bien même c'est une demande de la population, il n'a pas légitimité à censurer la liberté d'expression. En fait, c'est toute la performativité de la parole. En fait, c'est là où le bas blesse, et c'est là où il faut vraiment être clair. Bon, moi, ma position, c'est de dire que s'il y a un arbitrage à faire entre la liberté d'expression et la sensibilité, il faut que ce soit la liberté d'expression. Pour plein de raisons. D'abord, si chacun peut revendiquer au nom de sa subjectivité qu'une parole est censurée, on ne va pas s'en sortir. La deuxième, c'est que je pense que, en fait, si on libère un peu cette parole, quand bien même il y aura des propos haineux contre des populations, pas contre des personnes, il ne s'agit pas de défendre les insultes ad hominem, eh ben, on aura moi, je préfère une société où c'est un peu plus libre et puis on a des personnes résilientes vis-à-vis de ça, plutôt qu'on met tous sous une chape de plomb, on met les propos haineux sous le tapis, ils existent quand même, et au bout d'un moment, la bosse sous le tapis, elle commence à se voir, et où il y a la pression qui s'accumule et à un moment, ça explose. Donc, ayons plutôt un débat franc, réfutons ceux qui disent des âneries, limite, ayons des discours vraiment durs contre ceux qui sont insultants, et puis... mon pari, c'est que ça permet de... et c'est le pari des Américains, en fait, c'est que c'est mieux que se cacher derrière la loi. D'ailleurs, en Amérique, ça, c'est un cas d'école. Il y a eu l'arrêt Skokie en 1977. Donc, c'était une ville dans l'Illinois où il y a eu une manifestation néo-nazie. Et les habitants de cette ville, en fait, avaient demandé... d'interdire cette manifestation, et en fait il y a une cour d'appel fédérale qui, au nom de ce premier amendement de la Constitution, avait autorisé la manifestation, et il me semble que depuis cet arrêt il fait jurisprudence aux États-Unis. Donc eux, ils ont vraiment une vision radicale de la liberté d'expression. Ils ont une vision radicale parce que ils vont jusqu'à autoriser ce genre de manifestation qui nous paraîtrait complètement... Après, il y a aussi des limites aux États-Unis. Alors ça, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est comme en France, par exemple, tu ne dois pas avoir le droit d'insulter le drapeau américain en France. Oui. Pardon, aux États-Unis. Oui, et c'est pareil en France. Il y a l'injure à l'hymne national, l'injure au président, l'injure à... d'accord. Qui existe. Donc effectivement, on n'a pas du tout la même approche avec les États-Unis, qui, eux, ont une approche... pas du tout sur la performativité des mots, vraiment sur simplement l'expression en elle-même. Sachant que parfois c'est peut-être un peu compliqué à accepter, effectivement, que ça aille jusqu'à des rassemblements, jusqu'à quelque chose de très palpable en fait. Mais bon, c'est intéressant de faire le parallèle, de voir un peu les deux systèmes. Mais la performativité des mots, pour moi, c'est le point de désaccord en fait, entre ceux qui s'écharpent sur ces questions-là. En fait, c'est admettre que les paroles ne valent pas acte, que, je sais pas moi, dire il y a plus de cas de sida dans la population homosexuelle, c'est pas être homophobe. Et il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Mais encore une fois, si chacun exalte sa sensibilité pour pouvoir censurer ce que disent les autres, on va pas s'en sortir. D'accord, merci beaucoup Benjamin, c'est très intéressant. Et puis continuons cette discussion bientôt en pleine liberté d'expression. Exactement.